bonjour à tous, bienvenue à ce premier Base Call de l'année. On reprend, mais avec une nouvelle formule maintenant. Ce sera plutôt sous des airs de podcast parce que je vais maintenant collaborer avec Antoine Raymond qui est là. Bonjour Antoine. Bonjour tout le monde. Bon, salut Martin. Antoine qui est vraiment un bon connaisseur de baseball, même si humblement il se dit pas si tant connaisseur que ça, mais assurément il va pouvoir parler de baseball avec nous pendant toute la saison et on va parler de divers sujets. Vous savez, on est habitué de parler des poules, on est habitué aussi de parler un peu de tout ce qui se passe dans la ligue et quelques controverses parfois. Et puis on va essayer, comme évidemment là on est deux, puis peut-être éventuellement trois ou quatre personnes, on aura des invités pendant l'année, faire des tout petits débats. Aujourd'hui on va tenter notre premier débat en discutant un peu de joueurs qu'on aime vraiment beaucoup, c'est-à-dire Acuna et puis Betts. On va discuter, de voir quel est le meilleur joueur entre les deux, parce que je pense que lorsqu'on demande aux gens quel est le meilleur joueur du baseball présentement, il y a une ou deux de ces réponses-là. C'est toujours un peu les mêmes, c'est soit Betts ou Acuna. Alors on va en discuter. On va parler aussi des joueurs qui risquent de rebondir cette année, qui ont peut-être eu des problèmes dans le passé, mais qui là maintenant sont fin prêts pour la saison. Ça va aussi vous aider dans vos poules, parce qu'il y a une tonne de blessures. Alors là, il va vraiment falloir aussi réussir à combler tous ces vides-là, parce qu'il y en a comme jamais. Et puis on va commencer, Antoine, si tu veux bien, avec un sujet qui t'intéresse, qui t'a intéressé, qui m'a intéressé évidemment moi aussi beaucoup, mais pour lequel tu as quand même pris sur laquelle tu as pris la peine de réfléchir. C'est le début de la saison, et un début de saison très particulier, parce que ça s'est fait à l'extérieur. Alors il y a eu des matchs qui se sont joués en Corée, et vraiment les Dodgers et puis les Padres se sont donnés à cœur joie dans des festivals offensifs jusqu'à un certain point, mais il y a aussi tout ce qui entourait ce match-là, et puis je pense que vraiment tu as analysé tout ça, puis tu pourrais nous en parler. Alors comment tu as trouvé ce début de saison-là, qui est vraiment, c'est fait il y a presque déjà une semaine et demie, et donc il est vraiment 2 semaines avant l'ouverture officielle de la saison ici, qui va se faire, qui s'est fait officiellement hier, parce qu'aujourd'hui on est vendredi, mais nous on enregistre juste avant que la saison commence. On va écouter les matchs dès qu'on a terminé l'enregistrement. On est jeudi et vous allez pouvoir voir ça vendredi. Donc Antoine, je te laisse la parole là-dessus. Alors Séoul, comment tu as vécu ça? Oui, exactement. En fait, je voudrais juste rebondir sur ton dernier commentaire. Mhm. C'est Day, je peux pas être plus énervé que je le suis en ce moment. C'est une de mes journées préférées dans l'année. Donc là-dessus, je suis très content que ça commence. Génial. Euh, Séoul, c'est ça. Pour moi, il y a comme deux dynamiques à ça, dans le sens où la première dynamique, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant qu'on aille à Séoul. Le spectacle était bon. L'ambiance était incroyable. Je trouve que ça fait une belle visibilité pour la MLB. Euh, et souvent, on regrette un peu ça, là, dans le sens où la MLB fait des choses un peu, des fois, champ gauche. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Cependant, le fait de commencer un peu plus qu'une semaine d'avance avec 2 matchs réguliers, Ouais. je trouve que ça brise un peu le rythme. Je trouve que Mhm. ça brise le rythme dans le sens où euh, on voit un circuit de Mookie Betts, par exemple, et Mhm. là, on ne le revoit pas une semaine après. Il joue quelques matchs pré-saison ici et là pendant une semaine. J'ai pas aimé le fait que ça brise le rythme, effectivement, de la saison. On n'est pas capable de Je- construire un momentum, on dirait, là, parce que justement, on a exactement. deux belles parties, les gens sont très craqués, justement des belles performances, entre autres de Mookie Betts et de Jake Cronenworth. Et puis là, on peut pas Absolument. profiter de ça pour vendre le sport tant que ça. On reste là-dessus et on retourne faire du camp d'entraînement. Ça, c'est peut-être un peu particulier. Complètement. Je Mm. suis complètement d'accord avec toi. J'aurais préféré que la Ligue, par exemple, décide que ça soit lundi, mardi et que les deux autres équipes commencent samedi, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Donne un espèce de petit délai. OK, vous commencez pas jeudi comme toutes les autres. Vous commencez samedi parce que vous avez fait partie de l'espèce de séance qui est avant. Ouais. J'aurais préféré cette formule-là. Mhm. Parce que je trouve que 1 semaine avant, puis je comprends les décalages, je comprends Ouais, ben oui. tout Mhm. par rapport à ça, mais parce qu'en plus, le spectacle était bon. Et je me suis levé à 6 heures les 2 jours pour pouvoir regarder les parties. C'est sûr que c'est ça. C'est le fan en moi qui veut Mhm. voir.
Oui, parce qu'au qui départ, on fait ça pour les gens prend le game. là-bas. On est bien d'accord que c'est pas quand Exact. ici en Amérique on veut vendre de sport, c'est vraiment à l'extérieur, puis sur les chaînes là-bas en Corée, avec les joueurs de plus en plus, l'ouverture de la MLB envers les joueurs bon japonais et puis coréens, ça permet d'avoir un public duquel il faut s'occuper. On peut pas les laisser tout seuls comme ça. Il faut leur montrer qu'on pense à eux parce que maintenant ils font partie. La nationalité coréenne fait partie de la MLB. Absolument. Le paysage, si on veut, asiatique est extrêmement important pour le baseball. Puis, je pourrais te relancer là-dessus. J'avais vu des codes d'écoute de la Coupe mondiale Ouais, ouais, ouais. passer euh, un peu partout, là. Ils ont été au Japon, aux États-Unis, etc. Et la finale entre le Japon et les États-Unis a été visionnée par 95% des foyers au Japon. La finale. Wow, c'est C'est assez un incroyable. record de code d'écoute Mhm. euh, pour le sport Ouais. dans tout le monde entier. Oui, puis Donc, faut pas oublier que le baseball n'est pas le sport national des États-Unis, c'est le sport national du Japon. Donc oui, souvent, oui, oui, complètement. on fait la relation baseball-États-Unis avec raison, parce qu'on appelle ça the national pastime, mais le sport national des Américains officiellement, ce n'est pas le baseball, c'est au Japon que ça se passe. Et puis, Ah, c'est assez complètement. extraordinaire ce que tu viens de dire. Je ne savais pas du tout que ça pouvait aller jusqu'à C'était, 95%. en fait, c'est pas nécessairement comment je te dirais ça, en live. Il y a des gens qui l'ont rattrapé, Oui, mais oui, oui. 95% des foyers qui l'ont regardé à un moment ou à un autre. C'est complètement, puis tu le sais, je travaille en télé, Oui, exact. c'est complètement, c'est phénoménal. Donc, Ben oui. Ben oui. au Japon, le baseball, c'est dans une autre dimension que ce Mhm. qu'on voit aux États-Unis ou même ici, ou, Ce que tu etc. même racontais avant qu'on commence à enregistrer la République dominicaine et ces endroits-là, Oui, c'est peut-être comparable justement avec le Japon en termes de popularité, mais évidemment, ce sont des pays qui n'ont pas les mêmes moyens, donc les mêmes moyens pour faire rendre populaire leur sport et aussi ben, pour payer aussi des gens qui jouent de l'extérieur. Beaucoup de joueurs qui ont peu de difficultés ici. En Amérique à se faire valoir dans la MLB, puis ils vont faire une carrière au Japon qui est tout à fait acceptable et même parfois peuvent devenir des vedettes puisque ils ont peut-être certaines faiblesses qui au Japon en tout cas paraissent un tout petit peu moins. Surtout les gros cogneurs de circuit qui souvent vont faire beaucoup de retraits sur 3 prises. Au Japon, ça se passe un peu mieux pour certains. C'est pas un automatisme, mais ça se passe assez bien. absolument. Maintenant on a vu ça se passer en Corée, on est revenu, et puis malheureusement, avant que la saison commence, à un très très mauvais moment, il y a eu la controverse Otani, qui est venu un peu, bon, jeter un petit brouillard sur tout ça. Évidemment, la MLB essaie, pas bien que mal, mais je pense que pour l'instant, elle réussit là, à mettre ça en dessous du tapis, à enterrer ça, et on n'en parle pas trop pour ce que c'est, cette controverse-là. Je compare avec les autres problèmes de paris sportifs qu'on a eu dans le baseball dans l'histoire. Évidemment, on peut même remonter aux Pete années 10, Rose. mais on Ouais. peut vraiment aussi penser à Pete Rose, qui n'y a pas si longtemps, il y a une quarantaine d'années, s'était fait bannir. D'ailleurs, Donc, comment Pete tu as vu Rose ça, qui a Otani et tout dit, ça, ouais? ouais, ben d'ailleurs, Pete Rose qui a dit cette phrase-là cette semaine, j'ai vu ça, c'était sur Twitter, qui a dit si j'avais eu un interprète, Oui. la fin de ma carrière a été complètement différente. Oui, tout à fait. Mais bon, ouais, contrairement à Petros, puis faut quand même le mentionner, c'est un peu important. Otani a jamais parié sur le baseball, par exemple. Non, Donc, non, Petros complètement. a parié clairement sur son propre sport. Et ça, à mon humble avis, c'est encore plus incriminant. Mais bon, cela dit, il reste que la loi ou les règles de la MLB sont supposées être claires là-dessus. Absolument. Mon avis là-dessus, écoute, ce que j'ai vu rapidement, c'est que effectivement, il y a l'air d'avoir peut-être un quiproquo quelque part, qu'on comprend pas toutes les bases de ce qui s'est passé exactement. Euh, euh, tu sais, je pense par exemple, là, je vais faire un parallèle avec le hockey très rapidement. Ouais, Shane ouais. Pinto qui a été suspendu quand même 41 games, Mhm. 41 matchs, et c'était pas nécessairement pour des paris pour le hockey. Ouais. Donc, il y a quelque chose là qui se passe. Mhm. Moi, je trouve ça, en fait, je trouve ça quand même inquiétant pour le sport en général, qu'il y ait ces quiproquos-là de savoir pourquoi vous pariez sur des sports quand vous êtes un sportif. Ouais. Ouais. Je parle vraiment d'éthique de base. Mhm. Euh, pour te donner un parallèle, vu que je travaille en télé, c'est comme si je pariais sur les codes d'écoute de nos shows.
Oh, oui, tout à fait. Exactement. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Mm, mm. Euh, on, on- Heureusement, il n'y a pas beaucoup de paris sportifs ou de paris plutôt télévisuels sur les codes Non, d'échecs. il y en a pas Alors, beaucoup. tu Non, peux une pas chance. te laisser aller à la tentation, même si, en toute honnêteté, je ne suis pas comment convaincu que tu es, quelqu'un de très intègre. Mais il reste que, oui, je comprends je comprends ton parallèle. Vraiment, il y a un illogisme là-dedans. Puis, moi, je vais être honnête. Bon, tout d'abord, j'ai un peu un biais parce que je suis vraiment pas un fan de Rob Manfred. Je pense que je suis même le contraire d'un fan de Rob Manfred. Pour moi, c'est le pire qu'on a eu presque dans l'histoire du baseball. Mais il reste que le problème, c'est qu'on sent que le baseball majeur, en décidant de ne pas enquêter aussi vite dans le processus, là, même pas 2 jours après, on a mis l'enquête de côté, ben, on dirait qu'ils ont peur de trouver quelque chose. Et dans ce contexte-là, ben, ça laisse encore un petit... ça laisse planer un doute. Et laisser planer le doute pour un joueur comme Ohtani, ce n'est pas bon. Moi, j'aurais fait une enquête, je me serais assuré qu'il n'y a strictement rien qui se passe là-dessus et j'aurais blanchi son nom totalement pour qu'il continue à demeurer le porte-étendard du baseball partout en Asie, puis même ici en Amérique. C'est un grand joueur vedette qui est tout Absolument. jeune en plus, puis qui vient de signer pour des dizaines d'années. Si j'étais les Dodgers même, je voudrais qu'on sache la vérité totalement. Comme ça, on arrête avec tous les journalistes qui vont essayer de déterrer ce bobo-là pendant je ne sais pas combien d'années. Il y en a qui sont quand même assez forcenés là-dessus. Et là, on arrêterait d'en parler. Mais là, la MLB préfère, comme elle le fait souvent malheureusement, balayer tout ça en dessous du tapis. Et c'est dommage parce que il va rester, parce qu'il y a plusieurs questions qui n'ont pas trouvé de réponse, ça va rester un tout petit peu dans les limbes. Et bon, Je est-ce comprends que... ton point Ouais. d'arrêter le doute. Mm-hmm. Ah, Je pense que c'est important. ouais. Puis je me dis, on a l'impression, puis je pense pas que c'est la réflexion qu'ils font, là, mais on a l'impression que la MLB veut s'assurer de rien trouver, donc on fait pas d'enquête, ça va régler le problème. Alors qu'on a fait des Ouais, ouais, ouais. enquêtes pour des choses qui sont dans une gravité égale ou moindre. Et puis dans ce cas-ci, ben, ça ressemble au scandale de Biogenesis à l'époque, où justement notre bon ami Manfred avait même enfreint la loi pour réussir à faire mourir cette idée-là, ce problème de dopage-là. Et grâce à Manny Ramirez, ben évidemment, il avait été complètement mis en évidence que la MLB avait fait des malversations, clairement, là-dessus. Puis Alex Rodriguez qui avait poursuivi en plus la MLB. Bon, c'est un vieux dossier, mais ça reste une tâche à Manfred parce que même si c'était Bud Selig à l'époque qui était commissionnaire, c'est Manfred qui gérait ce dossier-là de A à Z. Et puis bon, c'était un échec pour lui. Alors, on voit bien que ce sont les propriétaires qui nomment les commissaires et non le public et non les joueurs finalement. Mais bon. Oui, puis ça va laisser un doute sur le début de la saison des Dodgers. On va juste parler. On parlera pas de Yamamoto, on parlera pas des acquisitions, on parlera pas de Glasnow, on va parler de Ohtani qui est pris dans ce scandale-là. On Oui. parlera pas de nouveau, on parlera pas Non, de on la parlera pas du que les duo Dodgers. exceptionnel qu'est Mookie Betts et Freddie Freeman. Je pense que c'est un Non, duo tout à fait unique dans le baseball. Deux frappeurs aussi doués qui sont ensemble côte à côte dans un line-up. Un qui peut frapper de la droite et l'autre de la gauche. La puissance des deux côtés, surtout l'œil au bâton. Vraiment, ça, c'est un duo là, remarquable. Remarquable. Et on ajoute à ça Ohtani, qui, comme frappeur, est surtout un frappeur de puissance. Mais justement, avec ces deux gars-là qui sont tout le temps sur les buts, ça peut vraiment faire très mal. Et dans le fond, les Dodgers, je pense, vont gagner, périr ou gagner avec les 4 premiers frappeurs. Je pense que c'est là que ça va se passer toute la saison. Ils ont peut-être les 4 premiers frappeurs du baseball, à égalité avec les Braves, tout dépendant de qui ont fait frapper deuxième chez les Braves. Mais il reste que c'est une puissance extraordinaire au bâton dans les 4 premiers frappeurs. Et les équipes devront maîtriser ces 4 gars-là le plus possible s'ils veulent gagner parce que c'est une force assez extraordinaire. Ouais. Vraiment. Mais bon, on parlera pas de ça, entre autres, comme tu le dis. on en reparlera quand on parlera de Hakuna Oui, contre. exactement. On y reviendra. Bon, maintenant, on va parler un peu de quelque chose d'un peu plus sexy, peut-être, pour les gens, Oui, c'est-à-dire les joueurs. On aime ça parler de joueurs, on aime ça tergiverser sur quelles seront leurs performances. Et puis, en même temps, ben, on essaie d'analyser un minimum avec ce qu'on a sous la main, plutôt sous les yeux, souvent. Ben, qu'est-ce qui pourrait se passer dans le cas de un et de l'autre? Et puis, bon, on aime bien faire des poules. Antoine, je
participe dans un pool avec toi où tu performes extrêmement bien depuis un bon bout de temps. Et donc, tu Ça fait as déjà, assurément ça fait des petits déjà secrets. 7 ans, je crois, notre pool. Oui, exact. Donc, tu as sûrement des petits secrets aussi à donner à ceux qui nous écoutent. Alors, dans le fond, on s'était entendu pour parler surtout de joueurs qui allaient rebondir. Donc, des joueurs qui peut-être passent sous le radar présentement parce qu'on les a oubliés pour plusieurs raisons. Soit ils n'ont pas l'attitude ou même ce ne sont pas des vedettes, ils ne sont pas vus par la MLB comme des grandes vedettes, ou des joueurs qui ont eu des grosses blessures, ou des joueurs qui n'ont vraiment pas performé à leur juste niveau dans les 2 ou 3 dernières années et qui là pourraient avoir, pour plusieurs raisons, une belle année. Donc, je propose que tu débutes. On peut commencer avec les frappeurs, si tu veux bien. On commencera avec nos joueurs de position, du frappeur, parce que, bon, ça arrive plus maintenant que les lanceurs frappent, malheureusement, mais on va discuter des joueurs de position premier. Alors, vas-y peut-être avec un ou deux noms pour toi. Ouais, je peux déjà aller avec un nom qui va sûrement qui va surprendre. Mhm, Avec les Red Sox, mhm. Trevor Story, je le vois Je l'ai sur ma pour moi. liste. On va s'entendre là-dessus. Je vois quelqu'un qui peut rebondir cette année. Vraiment. Avec Colorado, il a tout cassé. Mhm, Il a été blessé. Et là, il arrive dans des bonnes dispositions. mhm. Bogart n'est plus là. Il y a de la place pour lui pour jouer. Il n'est pas en train de se demander s'il va se faire tasser du deuxième ou de l'arrêt-court. Il va être à l'arrêt-court. Ça a été confirmé. Il va être là toute l'année. Pour moi, c'est un joueur à surveiller. Oui, tout à Euh, fait d'accord, parce qu'en plus, il revient de certaines blessures. Il retrouvera peut-être pas sa vitesse. Il ne faut peut-être pas penser qu'il va retourner à son 30 buts volés. non, Mais pour tout le non, reste, avec le exact, monstre vert de son côté, moi, exact, je l'avais sur ma liste exact. comme un des premiers joueurs. Tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait. Je vois un joueur qui pourrait vraiment surprendre Mhm. et je sous-estimerais pas sa vitesse encore, Non, non, Marc. j'ai juste peur parce qu'avec les blessures, il va peut-être avoir plus peur de courir pour pas retourner Ah, justement se peut-être, blesser. ouais. Mais c'est pas que quand ça va le temps de courir sur les buts, il va très bien performer. C'est juste les buts volés, c'est autre chose parfois. Oui, exact. Oui, oui, complètement. Mais avec les nouvelles règles, l'année dernière, il a été très blessé, il a été moins là. Moi, c'est le joueur que je vois, et puis j'ai pas été capable d'aller le chercher dans notre Ben oui, pool. c'est ça. Comme... Je me demandais, est-ce que tu l'as dans l'équipe, dans un Non, pool? pas Non, du ok. tout, je l'ai même pas, mais je le vois comme un joueur qui peut vraiment, euh, s'il est en pleine capacité, Mhm. peut quand même aider Boston à pas nécessairement finir dernier. Parce que tout le monde les voit derniers en ce moment, avec raison. Je veux dire, le Orioles, Yankees, Blue Jays, puis les Rays, on s'entend, Mhm. c'est devant les line-up, c'est devant le line-up de Boston. Ouais, puis bon, évidemment, en plus, les lanceurs à Boston qui sont encore questionnables. Il y a Absolument. des jeunes talents intéressants, il y a des vieux qui essaient de revenir, mais c'est tout un melting pot où on sent pas encore qu'il y a une cohésion. Et bon, the name of the game is pitching, donc on devrait en arracher un peu à Boston, malheureusement à cause de ça. Mais ça n'empêchera pas à Trevor Absolument. de frapper, puis de faire des points et d'être performant dans votre pool si vous jamais vous le prenez. Ouais. Exact. Et il l'a fait au Colorado. Mhm. Il a transporté l'équipe des Rockies quand même 2, 3 ans Oui. à lui tout seul, avec un peu Arenado au début. Là, il a été échangé avec les Cardinals, mais lui a continué quand même un an. Ouais. Il y a quelque chose là qui peut être vraiment intéressant pour les pouleuses. Puis il est repêché très, 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 très tard. Oui, Donc, exactement, très tard. Puis je vais rajouter un gars là-dessus, si ça tu le permets. Un gars aussi qui est repêché tard et qui, même, je pense, dans notre pool, est même encore disponible. C'est le fameux Tyler O'Neill qu'on a décidé d'abandonner. Pourquoi? Parce que Tyler O'Neill a eu deux très mauvaises saisons. Je pense qu'il y a eu une blessure dans tout ça. Il y a eu aussi, peut-être, Tyler O'Neill s'est un peu enflé la tête là, en devenant une grosse vedette à Saint-Louis. Une vedette un peu cachée, parce que, bon, évidemment, la MLB ne mettait pas nécessairement de l'avant, mais il est devenu le meilleur joueur à un moment donné de Saint-Louis. Il est devenu aussi un peu un poster boy pour les joueurs qui s'entraînent, qui ont absolument. vraiment une stature très musclée à la Spencer Strider et les autres. Et donc, je pense que ça a peut-être pas aidé. Et puis, il avait besoin de sortir de Saint-Louis. Et là, maintenant,
avec très mauvaise année, 2 mauvaises années dans les 2 dernières années, s'il peut revenir juste à ce qu'il a fait autour de 2021, alors qu'il était presque dans la course pour le MVP. Alors, je pense que Tyler O'Neill, un peu moins que Trevor Story, mais à une position où on a besoin de 3 joueurs dans notre pool, souvent des backups, et en plus, une position qui est beaucoup moins profonde qu'elle l'a déjà été. Les voltigeurs, il y en a de moins en moins des exceptionnels. Et donc, Trevor Story pourrait être, pas Trevor Story, mais plutôt son ami O'Neill pourrait être un bon choix. Avec Story, probablement qu'ils vont frapper peut-être même un après l'autre, troisième, quatrième, ou avec Devers peut-être troisième. On va les retrouver en tout cas dans le cœur de l'alignement de Boston. Absolument. Un autre joueur, Antoine, peut-être? Oh, j'en ai plus qu'un, mais... Oui, c'est ça, mais je dis un autre joueur, c'est-à-dire on continue, vas-y. Absolument. Moi, j'ai Chris Bryant sur ma... Et là, je vais m'expliquer parce que c'est un joueur qui a énormément ralenti avec les années. D'un, à cause des blessures. On parle quand même d'un joueur qui a gagné recrue de l'année sa première année dans le baseball. Sa deuxième, qui a gagné MVP. MVP. Avec la Série mondiale et tout ça. Avec la Série mondiale et tout ça. On parle pas d'un nobody, etc. Non, vraiment pas, oui. J'ai lu une entrevue de lui qui a dit il y a 2 semaines, je me suis jamais senti aussi bien. Ouais. Pour moi, ça, c'est des signes que, OK, le joueur est peut-être vraiment à la bonne place au bon moment. Bon, on parle encore de Colorado. Et c'est vraiment pas mon équipe préférée, évidemment. Ça devrait être une des pires du baseball, peut-être avec... ils vont finir dernier, ça, c'est ça. Oakland, là, disons. Ils sont dans la même catégorie, là. On est à la même place. Mais je sens que ce joueur-là, pour l'avoir vu frapper dans ses belles années, pourrait encore donner quelque chose au baseball. Ouais. Il n'est pas trop vieux. Ouais. Il y a encore quelque chose à donner. S'il ne se blesse pas, c'est un joueur qui peut faire 25-30 coups de circuit. Surtout au Colorado. Surtout au Colorado, avec une belle présence sur les sentiers, dans le sens une belle présence tout court dans le line-up de Colorado. Il va frapper troisième tout le temps. Sa place est bien mise. Un petit feeling que ça pourrait bien se passer pour lui cette année. Est-ce que ça va se passer? Excuse-moi, un petit bémol que moi je mets peut-être à Chris Bryant, c'est le fait qu'il n'est pas entouré du tout. Donc, ça pourrait amener les lanceurs à contourner clairement. Ça voudrait dire qu'en quelque sorte, Chris Bryant, qui n'a jamais été vraiment un habitué à prendre des lancers puis aller pour le but sur balle, pourrait augmenter ses retraits sur 3 prises ou se discipliner. Et là, accepter le but sur balle et puis, encore une fois, faire, comme tu le prédis, une excellente saison. Puis, il y a la motivation. Est-ce qu'au Colorado, il sera assez motivé pour donner la coche de plus qui fait qu'on continue à être un joueur important parce que l'équipe n'ira nulle part, malheureusement. Brian le sait et il y a un contrat à long terme, donc on verra. Mais pour le reste, les habiletés, c'est impossible que ce gars-là soit fini. En tout cas, j'y crois pas. Et puis, je pense que j'abonde dans ton sens là-dessus aussi. Là. Ouais. Et j'ai un autre joueur, et là, c'est vraiment en gauche, donc c'est vraiment... long shot, on en veut des long shots. C'est un long shot, et c'est pas tant un rebound, mais tu vas comprendre pourquoi. Okay. Mon nom, c'est Cody Bellinger. Ah, OK, oui, c'est pas un rebound. Pourquoi je prononce ce nom-là? Parce qu'il est quand même très haut dans les listes de repêchage, etc. Il est bien placé. J'ai l'impression que cette année, s'il a signé très tard, à la dernière minute, etc., que ce joueur-là pourrait redevenir le joueur qu'on a vu avec les Dodgers, qui nous a déjà un peu montré l'année dernière. Le joueur clutch absolu. Ouais. Le joueur qui peut jouer au premier but, dans le champ, qui peut frapper très, très loin, qui peut aussi, des fois, être très clutch avec un simple bien placé. J'ai vraiment l'impression que Cody Bellinger pourrait revenir dans les discussions du MVP.
Ben, c'est un incroyable talent, puis en plus, beaucoup de gens prédisent peut-être même le premier rang de la division au Cubs cette année, vu que Mhm. on pourrait avoir l'impression que la centrale de la nationale est à prendre par n'importe qui. Ça pourrait même peut-être être les Reds ou le retour de Milwaukee avec ses jeunes joueurs. Mais il faudra compter clairement sur Cody Bellinger si on veut finir premier, parce que c'est le cœur. En même temps, il est tellement mieux protégé que l'année passée, c'est-à-dire que les gens à Chicago, c'est un peu le même groupe, mais ont plus d'expérience. Il y avait beaucoup de Mhm. jeunes. Et Christopher Morel devrait aussi être dangereux. Donc, on verra qui va frapper après lui pour qu'il ait les lancers sur la plate, comme on dit en bon québécois. Mais je pense que, ben oui, Cody Bellinger, on ne peut jamais le compter abattu totalement. Sa saison, la seule où je l'avais dans mon pool, où il a été débilement mauvais, eh ben, je pense que c'était une erreur de parcours. C'est pas du tout le Cody Bellinger qu'on devrait connaître. C'est un athlète exceptionnel. Et on peut pas. Non, non, c'est tout un joueur. Donc, puis la motivation des fameux contrats de Scott Boras, même si ils ont tous raté Absolument. peut-être leur cible, fait que les joueurs ont la possibilité de un opt-out, comme on dit, peuvent sortir de leur contrat. Donc, ça le motive à chaque année à faire le mieux possible pour peut-être justement retourner sur le marché des joueurs autonomes et là re-signer pour plusieurs années, ce qui était le désir de presque tous les gens qui étaient avec Scott Boras cette année. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais Cody, pour plusieurs raisons, oui. Mais on est tous d'accord, en tout cas nous deux, je pense qu'on est d'accord que c'est vraiment pas une mauvaise saison qu'il a connue l'année passée. C'était toute une saison. Une très Sauf qu'on bonne n'était saison pas pour proche lui. du MVP, mais on était Exact. vraiment impressionnant quand même. Là. Beaucoup Fait de que c'est pour puissance. ça, c'est pour ça que je te dis, moi, c'est comme si on veut, un comeback Mm, au retour du MVP, si ouais. on veut. Puis le petit C'est danger ben, avec facilement. Bellinger, c'est toujours la blessure. Fameux blessure à l'épaule et Facilement. tout ça, puis Ouais, au genou. facilement. Plus il joue au premier but, moins c'est dangereux. Mais avec le type d'élan qu'il a, les blessures aux épaules peuvent arriver. C'est un élan là, vraiment extrêmement avec beaucoup d'ampleur. Et parfois, moi j'appelle ça les élans un peu chaloupes, là, c'est-à-dire on dirait qu'on rame une bonne shot, puis le bâton finit pas à se claquer dans le dos à la fin. Là. Donc ça, j'adore ces gars-là, mais ils peuvent être plus prompts à être blessés malheureusement au bâton. Sinon, moi, Euh, j'irai oui, c'est avec ça un. exactement. Ouais, c'est ça, j'irai Je avec voudrais un gars entendre tes joueurs. qui est vraiment un long shot, comme on dit aussi. Ben, c'est pas un long shot, c'est pas vrai. C'est un super receveur qui, en tout cas pour un pool, j'en parle surtout pour un pool parce que je suis pas convaincu encore de ses capacités défensives. Peut-être que même on va le retrouver comme DH dans son équipe. Sauf que si on regarde le dernier 160 games qu'il a joué, il a frappé à peu près 37 circuits, au-dessus de 100 points produits et tout ça. Le problème, c'est que ça s'est fait sur 3 saisons. Alors le gars est incapable de rester en santé. C'est ça le mot du problème. Sauf que Mitch Garver, pour moi, est vraiment encore un receveur qui peut être très, très payant dans un pool et dans la vie de tous les jours par sa puissance, parce que je pense que lorsque c'est le temps de frapper un circuit, il est dans les receveurs les plus, en tout cas dans le top 3 facilement des receveurs au baseball. Le problème, c'est qu'il faut y trouver une place pour jouer. Et souvent, ça va être DH, un peu de catching, mais pas tant que ça. Il y a un peu de difficulté à bien caler sa game, comme on dit. Mais c'est beaucoup de puissance. Et ça, c'est un gars qui reviendrait. On pourrait dire même qu'à chaque année, il est candidat pour revenir parce que ça fait quand même 4 ans qu'il n'a pas joué une vraie saison complète, comme il C'est était ça. capable de le Ouais, faire au c'est ça. Minnesota. Ouais. Donc, ça serait un C'est peu ça. un de mes joueurs là-dessus pour un rebound. Surtout à une position dans les pools qui est de plus en plus, de profondeur, mais où on va malgré tout chercher la puissance dans les pools parce que il y a une tonne de bons receveurs, mais ils sont tous à peu près autour d'une vingtaine de circuits, ceux qui sont vraiment très bons, même les meilleurs sur le terrain comme Sean Murphy vont pas nécessairement aller au-delà d'une vingtaine de circuits, Logan O'Happy et tout ça. Donc Garver pour un receveur qui pourrait frapper 30 circuits, ou du moins en tout cas être sur ce pace-là lorsque vous le mettez dans l'alignement, je pense que ça peut être un bon petit choix. Même Ben, si c'est je ne l'ai sûr. pas moi-même dans mon pool. Je vais attendre une blessure, mais... Non, non, moi non plus, je ne l'ai pas, mais tu sais, c'est sûr que tu sais, des Perez qui font 47 coups de circuit, ça n'arrive pas chaque année. Non. C'est un don là, quand on réussit à trouver un. Moi, je l'avais, Salvador Perez, quand Mhm. j'ai gagné mon pool, le pool il y a 3 ans ou deux Ouais. ans.
Quand il a fait 47 circuits, Oui, puis quand il c'est était presque MVP, là, c'était magnifique. Ben oui, tout à fait. oui, oui, non, c'est ça. Mais ça, c'est un don du ciel quand tu arrives à avoir ça dans ton line-up parce que Oui. c'est ton catcheur. Puis c'est un Il te gars qui fait, arrive à son prime quand il le circuits. fait, en tout cas, là, il était Ben oui. vraiment au top. Ouais, exact. Il Aujourd'hui, fait, bon, par il en a exemple, perdu beaucoup malheureusement, mais oui. ça reste une force. Oui. Mais il est toujours capitaine de son équipe, Ah il est oui, ben oui, toujours, ben c'est ça. Malgré toujours très que présent. on sait maintenant que l'âme et le cœur de ce club-là, c'est Bobby Witt Jr. Ah, absolument, 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 Peut-être, absolument. on va parler d'Acuna et puis de Betts tout à l'heure, mais si on parle des 5 meilleurs joueurs du baseball, je pense que Bobby Witt va devoir bientôt faire partie de ce groupe-là. Ça c'est peut-être à discuter, mais je pense que vraiment, là, c'est une superstar. Là. Il est prêt de faire ça. C'est un joueur qui peut faire 40 circuits, 40 buts volés. C'est un gars exceptionnel en défensive. Depuis la première fois que je l'ai vu jouer dans les mineurs, j'étais presque convaincu. Et là, ben, il le prouve. En tout cas, il me fait pas mentir sur toutes les prédictions que j'ai pu faire sur Bobby Witt. Et vraiment, il est magnifique. Un autre, peut-être, lanceur. Est-ce qu'on pourrait aller du côté des lanceurs? Parce que on en a besoin beaucoup. Là. Il y a tellement de blessures depuis le début de l'année. Tellement de gars qui commenceront malheureusement pas la saison à temps. Alors, peut-être qu'un lanceur qui pourrait rebondir ou deux, ça ferait du bien. Les blessures, c'est absolument phénoménal en ce moment. Oui. Comment ça, c'est vraiment phénoménal. Mm-hmm. Euh, écoute, je vais encore y aller avec un vieux de la vieille. Ben oui. Je vais vraiment avec les vieux de la vieille pour rebondir. Je vais y aller avec Chris Sale. Oh, Euh, ben oui. Mm-hmm. extrêmement bon camp d'entraînement. Oui. Euh, beaucoup de K, beaucoup de strikeout. Mm-hmm. Euh, beaucoup de retraits sur, Base, oui. ouais. Euh, je le trouve intéressant. Pourquoi? Parce que, de un, il semble en santé, et c'est surtout ça le problème avec Russell. C'est depuis le début, en fait, depuis 5 6 ans, énormément de problèmes de santé. Il a de l'air bien. Mm-hmm. J'ai regardé un de ses matchs pré-saison où il lançait, et il lance. Oui, Il oui, vraiment, lance. vraiment. Il Mm-hmm. lance, il lance comme il lançait avec les Tigers puis les Red Sox. Mm-hmm. Il est toujours là. Un peu moins de vélocité, un peu moins de rapidité dans son tir, mais toujours l'intelligence du tir bien placé au bon moment. Mm-hmm. Euh, je trouve ça très intéressant Ben oui. comme choix. Je trouve ça très intéressant comme pick. Je trouve ça très intéressant de voir ce qu'il peut amener aux Braves, justement, puis Ouais. voir qu'est-ce qu'il peut donner à cette organisation-là, qui ont un bon one-two punch déjà avec Strider puis Max euh, Fried. Max Fried. Ouais. Euh, qu'est-ce qui peut amener comme troisième ou peut-être même quatrième rotation dans la lanceur, des lanceurs, c'est vraiment très intéressant pour cette équipe. Tout à fait. Et puis, du côté des lanceurs, lorsqu'on va habituellement avec les Braves, c'est rare qu'on va flopper parce que ça fait des années que la tradition de l'équipe en rapport avec les partants est développée. Il y a des méthodes qui sont passées de Léo Mazzone jusqu'à McDowell. Et vraiment, on continue toujours. Et les lanceurs, habituellement, s'améliorent lorsqu'ils arrivent avec les Braves ou, à la limite, ont un second souffle. Donc, pour ceux qui sont un peu plus vieux, on a juste à regarder ce que Charlie Morton peut Morton, encore faire. ben oui, C'est assez exact. exceptionnel, même si le gars a de la misère à passer la sixième manche. On voit très bien qu'il peut donner encore comme quatrième partant des très bons matchs. Puis si on a une relève solide comme les Braves ou comme certaines autres équipes pourraient l'avoir, soit à Philadelphie ou à Houston, les matchs de 5 manches ne nous font pas peur parce qu'après ça, ben, on a une panoplie de joueurs qui peuvent venir. On n'est pas pris avec deux bons releveurs et puis le reste c'est approximatif. Donc je dirais, les Braves d'ailleurs, je pense qu'ils ont beaucoup d'argent mis dans l'enclos des releveurs. Beaucoup de gars à 8-10 millions qui ont fait leurs preuves souvent ailleurs puis qui sont rendus avec les Braves puis qui essaient dans le fond de relancer un peu leur carrière. Fait que ça, même que Chris Sale fait un 5-6 manches de grande qualité, parce que si on regarde même l'an passé, c'est ce qu'il faisait. Chris Sale était toujours Oui, capable de faire oui. un 5 manches de qualité. Parfois, Alex Cora, qui a beaucoup de difficultés aussi à gérer ses lanceurs, c'est pas nouveau, ben, le laissait trop longtemps, il se faisait frapper ou il s'essoufflait. Et donc, je pense que si on le gère bien, Atlanta, Chris Sale, faire un bon 5 manches,
avec 7-8 rétro-bâtons, très peu de points. Oui, il peut avoir vraiment une belle saison. C'est un très bon choix, Antoine, à mon humble avis. Moi, je le souhaite en plus parce que c'est mon équipe, les Braves, mais Oui. il reste que on a donné un très bon jeune joueur à Boston pour avoir Chris Sale, peut-être pour 1 an ou 2 maximum. Alors, on espère qu'il va produire. Ça serait vraiment très bien. Du côté lanceur, puis je pense que peut-être tu l'as sur ta liste aussi, tu me diras, mais Jake Flaherty. Jake Ah, Flaherty, oui, oui, absolument. on l'a mis peut-être un peu sur un piédestal lorsqu'il était à Saint-Louis. Pourquoi? Parce qu'il avait une moyenne de points mérités extraordinaire. C'est un gars Et qui puis, présentait. Oui, hein? il y avait un excellent catcher aussi. Oui, bien, ben là, on est bien d'accord. Qui de mieux pour caler la game, comme on dit, que Molina? Sauf que Exact. je pense que le talent était là, le mix Mhm. des lancers était là, et cette année, ben, il sera plus sous le feu des projecteurs à Détroit. Premièrement, parce qu'à Détroit, ben, c'est Skubal qui va ramasser ce feu des projecteurs-là, beaucoup. On parle Absolument. de lui même comme éventuellement peut-être un gagnant du Cy Young. Alors, Flaherty va pouvoir lancer à la hauteur de son talent, tout en étant très peu stressé. Et en plus, ben, si les Tigers font quelque chose, s'ils se rendent dans les séries, ben, ça va être une surprise. Alors, quoi de mieux que de revenir en force dans une équipe surprise. Et on sait que le stade à Détroit, pardon, ben, c'est un stade où les balles meurent systématiquement. Un frappeur de 30 circuits là-bas, c'est comme un frappeur de 45 ailleurs. Donc, Ouais, ouais. on Les sait. plus belles années de Verlander sont Oui, là. exactement. Ben, c'est ça. Mais on n'enlève rien à Verlander, tout un lanceur. Non, 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 tout un lanceur, Mais mais Scherzer aussi, on peut en nommer d'autres oui, qui ont oui, fait oui. de leurs beaux moments à Détroit. Et on sait que depuis que c'est le Comerica Park, là, surtout, là, on ne parlera pas du vieux Tiger Stadium, mais c'est vraiment un endroit où tout va mourir. Et puis, ben, ça peut aider vraiment Jake Flaherty avec son type de pitch. Tu Ça es, va aider Tarek Skubal aussi, qui va être un superbe lanceur cette année, probablement. Tout le monde le prédit, surtout parce que il a tendance à donner beaucoup de balles frappées dans les airs et qu'à Détroit, ben, ça meurt. Il va éviter, comme il ne pourrait pas le faire peut-être au Colorado ou à Chicago ou à Baltimore, des circuits inutiles. Donc ça va aider tu Jake es- Flaherty. Ouais. tu y crois à Détroit, le Martin? Je crois à Détroit comme est une surprise potentielle. Pourquoi? Parce que il y a il y a trop de questionnements. Sauf que les joueurs sont magnifiques, tous les jeunes qui arrivent Mhm. sont vraiment superbes. Et puis, on va voir comment cet alignement-là est capable de s'organiser. Puis, bon, la relève, c'est un gros questionnement pour moi. Donc, j'y crois juste parce que ils sont dans une division la plus faible du baseball, probablement. Donc, ils pourraient peut-être éventuellement sneaker, se sortir. Je crois peut-être à une saison de 85 victoires, ce qui sera peut-être pas suffisant pour faire les séries, mais je pense qu'on va sortir là, du en dessous de 500 systématique Détroit a depuis un bon bout de temps. Mais il y Depuis, a beaucoup trop de questionnements, il y a beaucoup trop de jeunes qui ont un bel avenir, mais peut-être que cet avenir-là, c'est plus en 2026. Donc, on va voir comment ils vont se débrouiller cette année. Mais j'ai hâte de les regarder. Ça va être le fun de regarder Détroit, contrairement à ce que ça a été peut-être pendant les 5 dernières années. Donc, ben, même on un va peu, regarder Détroit. depuis, Ouais, depuis le déclin de Cabrera, puis le départ, exactement. Puis, bon, au moins, là, on a il y a rien, hein. Tonkerson qui va être c'est un vrai gros frappeur. Il y a eu Austin Meadows, sur qui j'avais beaucoup d'espoir, Oui. malheureusement, qui, à Détroit, est allé scraper un peu sa carrière. Là. Il y a plus une balle qui sortait. Il est devenu un frappeur à la Mark Grace, avec de l'intelligence, mais vraiment pas autant d'œil au bâton. Ça a été Ouais. compliqué pour lui. Puis il y a des frappeurs qui peuvent aller briser leur carrière là-bas sans Mais, problème. ben, Baez, Ah exemple, oui, par oui, ben oui. exemple. On pourrait dire que Baez était déjà brisé avec ses 200 retraits Il était, sur 3 prises par année, il mais était déjà un peu brisé, mais il n'a pas rien relancé à c'est ça. Détroit, Au là. moins, Chicago, ça sortait quand il touchait à la balle. Oui, oui, ça sortait, puis ça courait, hein. En terminant, peut-être un autre non-chac, est-ce que tu as un autre candidat qui pourrait être intéressant sur soit lanceur ou soit même joueur de position? Euh, Peut-être un releveur, tu m'as dit que tu avais peut-être des releveurs, ça pourrait être intéressant de voir ça. Il y a beaucoup de Absolument. blessures aussi. Mais au départ, écoute, pour un regain de vie, Ouais. je m'attends peut-être à voir Will Smith, qui est avec les Royals, Mhm. voir sa responsabilité augmenter. Donc, peut-être que les saves vont augmenter aussi, les sauvetages. Ouais, ouais, ouais. C'est quelqu'un que j'ai sur mon radar, que Ouais.
que j'ai suivi, qui a déjà eu des très bonnes saisons, Oui. qui a énormément ralenti, qui a eu des blessures aussi. Mhm. C'est quelqu'un que je néglige pas. Euh, Sinon, moi, mon gros candidat pour le releveur de l'année, ça reste Evan Phillips avec Ouais, ben les là, Packers. ouais. Je crois que là, c'est son année qu'on est rendu là. On est rendu à son moment où il va peut-être justement là, dans un anglais shiner, Ouais. où il va vraiment prendre son envol, puis que Roberts va pas l'enlever, le mettre en huitième, ou qu'il va vraiment profiter de ce releveur-là qui a énormément de C'est ça. qualité. Ben, ils vont en avoir besoin à LA parce que malgré je dirais, l'enthousiasme qui est autour de cette équipe-là, pour moi, il reste qu'il y a encore un gros problème de lanceur. Beaucoup trop de questionnements et surtout beaucoup trop de candidats à la blessure. Et ça, Ah ben, oui. malheureusement, ça fait maintenant partie du sport. On parlait de Chris Sale tout à l'heure, qui, comme candidat à la blessure, pouvait ou non aider les Braves. Ben, je pense que c'est la même chose du côté de Los Angeles, mais fois deux. Pire, là, fois 100, là. Oui, c'est ça. Parce que donc, oui, on aime beaucoup cette équipe-là. Certains les croient favoris. C'est pas nécessairement mon cas, mais l'attaque pourra pas faire tout seul. Donc, on sait que les lanceurs sont bourrés de talent. Ils ont des jeunes extraordinaires. Ils s'en sont toujours sortis, même si, à mon avis, les lanceurs sont très mal coachés aux Dodgers. C'est pas pour rien qu'ils sont toujours blessés, entre autres. Mais d'un autre côté, ben, on a gaspillé des Gonzolin, on a gaspillé des Derrick May, qui avaient un bel avenir devant eux. Alors, est-ce qu'on va aussi gaspiller des Bobby Miller? Est-ce qu'on va aussi gaspiller des Gavin Stone? Donc, c'est à voir. Mais la preuve chez les Dodgers de garder nos lanceurs en santé, de ne pas les envoyer 1 an ou 2 ans après au Tommy John, reste à faire. Et surtout avec Dave Hmm. Roberts, que personnellement, je trouve un très mauvais coach d'un point de vue des lanceurs. C'est un bon coach pour motiver ces gars. C'est un coach d'énergie. C'est un Hmm. coach qui est là pour les écouter, leur faire des tapes dans le dos, faire un peu la majorette si on veut, mais on est loin des Craig Counsell ou même Snitker ou d'autres excellents coachs dans le baseball. Donc, je pense qu'il faut que les Dodgers soient un peu plus à l'écoute de ça s'ils veulent vraiment remporter des championnats parce que c'est ce qui a manqué dans le passé. On aime Kershaw, mais il va être encore obligé cette année de faire le sauveur pour une demi-année parce qu'il va On manquer. se vend pas avant juillet, hein? Oui, c'est ça. Mais d'après moi, quand il va arriver, ils vont vraiment en avoir besoin. Et j'ai même Ouais. entendu des experts, entre guillemets, évidemment, là, prédire qu'il n'y a personne dans la rotation des Dodgers qui commence cette année qui va être encore là dans la rotation au mois d'août. C'est pas nécessairement pour dire qu'ils sont mauvais, mais que tout le monde va se blesser ou il va y avoir quelque chose. Puis il y en a beaucoup Écoute, qui vont avoir. ils ont même le bon vieux James Paxton avec. Oui, c'est ça. Ben là, Paxton, on ne sait pas pourquoi il n'est pas avec les Cards d'ailleurs, mais bon, il s'est retrouvé par erreur peut-être à Los Angeles. Mais c'est des bons choix pour les releveurs, assurément. Côté des releveurs, j'y vais du côté de quelqu'un que j'aime vraiment pas, mais qui, bon, finalement, réussit toujours quand même à s'en sortir. Et là, il est avec Pittsburgh, et puis il y a des blessés. Ils l'ont signé peut-être pour avoir justement euh, une certaine assurance s'il y avait des blessures, et c'est Haroldis Chapman. Haroldis Chapman, effectivement, il n'est pas très bon sous pression. Effectivement, il fait des tonnes d'erreurs quand arrivent les séries et en série mondiale. C'est une personnalité exécrable, mais quand on parle de vraiment d'un pool de baseball ou de quelqu'un qui fait son petit chemin encore et qui est capable de faire une centaine de retraits au bâton presque dans une année s'il lance régulièrement, même juste 60-65 manches, ben je pense que ça peut être une carte cachée ou quelqu'un qui rebondit. Même s'il n'a pas été mauvais à Casey, hein, on a l'impression qu'au Parodis n'a pas été très bon à Casey parce qu'il n'a pas nécessairement sauvé les matchs là-bas. Il reste qu'il a fait une saison tout à fait dans les standards qu'il a maintenant avec son âge et tout ça. Puis bon, on ne sait pas quel âge il a exactement. À Cuba, ça peut être des faux baptistères. Mais Haroldis, disons qu'il est peut-être autour de 35 ans, lance encore proche de 100. Et puis, comme Chris Sale, c'est l'angle aussi du bras qui est très particulière et qui fait que les frappeurs ont beaucoup moins de temps pour venir voir la balle venir. Ils ont beaucoup moins de temps. Et c'est une grande force pour Chris Sale, mais c'est aussi une force chez Chapman. J'aurais pu taire son nom parce que je le déteste, mais je vais être logique et puis proposer quand même de regarder dans votre pool s'il n'est pas pris. Ça peut être une source de hold ou de save, surtout si David Bednar reste blessé. J'ai pas d'idée, peut-être qu'Antoine tu le sais,
Combien de temps on estime la blessure de David Bednar? Est-ce que c'est C'est assez grave c'est pour être pas. de plusieurs semaines? Non, c'est ça, on parle pas d'un Tommy Jones ou Non, non, ben d'un. non, évidemment pas. On parle de. Il va être sur la IL, là, comme Oui, on dit. oui. Mais il sera pas là ad Très vitam, là. longtemps. Donc, c'est un 15 jours oui. Puis on verra comment il va revenir après, parce que souvent, quand on traîne une blessure, la puissance du lancer, ou surtout pour tout ce qui est des balles à effet, on sait que maintenant, là, c'est la balle à effet, c'était comme une palm ball dans le temps, là, mais une balle qui tombe, qui va à l'envers du frappeur. C'est pas la slurve, pas la... Il y en a une nouvelle que tout le monde essaie d'adopter, puis il paraît que ben, finalement, c'est la carte de visite pour un Tommy John éventuel dans ta carrière. Là. Mais bon, tout le monde a ça parce que même Spencer Strider l'a ajouté cette année. Alors, on dit qu'il va être encore plus dévastateur, imagine, que l'an dernier à cause de ça. Sauf qu'on fait toujours les blagues à savoir quelle année. Moi, j'ai prédit Oui, 2026 2026. pour le Tommy John à Strider. On verra. Qu'est-ce que ça va donner? Ce gars-là lance beaucoup trop fort et a une structure particulière. Je ne sais pas si avec tous ses muscles, là, les tendons ne vont pas flancher un jour. On verra. On verra. Je ne suis quand même pas un physicien ni quelqu'un qui regarde les tendons et les corps. Je ne suis pas du tout un Mais on physicien. s'entend que c'est le problème des lanceurs modernes, là. Oui, Je vais te donner un exemple. Luis Severino, oui, qui exact. était le lanceur presque de la ligne, qui était très élite, quand il lançait avec les Yankees, qui était absolument incroyable. Oui. Tommy Jones, lui, il n'en est jamais revenu comme il faut. Tu sais, Peut-être cette année, avec vu le qu'il va Tommy lancer Jones, tranquillement avec les Mets. avec les Peut-être. Mets, ouais, on dit qu'il va lancer tranquillement, à voir. Mais il faut faire attention parce que souvent, les gens ont tendance à dire, ah, il vient d'avoir eu il a eu son Tommy Il est tout Jones, neuf. il est réglé, il est neuf, mais Oui, c'est c'est ça. vraiment pas comme ça que ça se passe. Il faut Tout à vraiment fait. faire attention avec, Ils sont rares avec ceux qui peuvent aller à 3 Tommy John et puis être bons pendant, comme à la John Smoltz, disons. On se refait ouais. faire le bras, puis on devient le meilleur releveur de la ligue, puis après ça, on retourne lancer, puis c'est rare dans l'histoire quand même. Il nous reste peu de temps, alors je veux qu'on passe à notre Oui, dernier sujet, peut-être un bon petit 5 oui, minutes sur ce sujet-là, qui est c'est le plus vraiment croustillant. qui est le meilleur joueur du baseball. Et on peut lancer dans la discussion certaines personnes qui ont vu leur étoile un peu pâlir dans les dernières années, que ce soit Fernando Tatis, évidemment. Certains parlent de Juan Soto comme meilleur frappeur, mais on sait qu'en défensive, ça reste toujours très laborieux. C'est pas un gars qui est rapide non plus. Donc, Bobby Witt Jr. éventuellement peut-être pourra rentrer dans cette discussion-là. Au bâton, purement au bâton, Freddie Freeman est incroyable, mais évidemment, comme c'est un premier but, on a tendance souvent à dénigrer un peu l'apport défensif d'un premier but, à part si c'est un premier but exceptionnel, là, comme Todd Helton ou Keith Hernandez à l'époque. Mais il reste qu'aujourd'hui, je pense que Acuna Junior, Ronald Acuna et puis Mookie Betts sont clairement les deux grands joueurs du baseball d'un point de vue joueur complet. On n'enlèvera rien à Otani là-dessus non plus, mais des joueurs complets, pas juste au bâton, mais partout dans le champ. Acuna montre quelques faiblesses en défensive sur des jeux de routine. Ça, c'est un peu inquiétant. C'est même dommage parce que je pense que c'est plutôt une question de maturité dans son cas. Il n'a clairement pas la même ardeur à l'ouvrage parfois que quelqu'un comme Betts. Mais j'aimerais entendre tes arguments, toi qui es un fan de Mookie, avec raison. Et moi qui, Euh, sans être le fan numéro un de Acuna, ben, le vois jouer tout le temps avec mon équipe préférée depuis ses tout débuts. Et j'ai eu le temps quand même d'analyser un peu le bonhomme depuis ce temps-là. Et donc, ça va me faire plaisir aussi de parler d'Acuna Junior. Donc, parle-nous donc de Betts un peu, ce joueur exceptionnel. écoute, premièrement, tu es très au courant que je suis amoureux de Ah Mookie oui, Betts. ben oui, c'est ça. Oui, c'est très C'est- personnel. Tout à fait. je suis amoureux de lui. Ouais. Euh, pour moi, quelqu'un qui peut jouer au deuxième but, shortstop et dans le champ, Mhm. ça veut dire que aussi il peut jouer au premier puis au troisième. Il C'est pas la pourrait même peut-être chose, mais peu. sans être en désaccord avec Oh, toi, je pense que c'est un athlète tellement exceptionnel qui pourrait peut-être. exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est quelqu'un qui peut tout faire sur Mhm. un terrain de baseball. Euh, on a vu, il est capable autant avec, tu sais, je pense qu'il est 5 et 9, il est capable de faire des coups de circuit Oui, oui. comme Freeman, puis il est capable de la placer entre deux joueurs dans un moment important. On l'a vu dans le deuxième match à Séoul, en fin de match, quand il a été capable de l'envoyer.
vraiment sur le deuxième but. Borgard n'a pas été capable d'aller la chercher. Et il l'a placé là. C'est pas par hasard qu'elle Non, s'est c'est rendue. ça. Il l'a fait. Il fait les jeux. Il est très clutch. Euh, Moi, je te dirais, ce serait mon choix pour cette année pour le MVP. Ouais. Parce que je pense pas que Acuna peut refaire 72 buts volés. Non, sûrement, peut-être pas, effectivement. Mais il va peut-être faire C'est- autre chose qu'il n'a pas fait l'an passé. On ne sait jamais. Effectivement, absolument. Je t'écouterai par après. Mais d'après moi, c'est le bon guess. Acuna, son 72 buts volés l'année passée, c'était incroyable. Je pense qu'il aurait pu voler le premier. Oh oui, non, non. Mais oui. Il courait comme. Tu sais, le dernier que j'ai vu courir comme ça, je pense que c'est Billy Hamilton, qui était un joueur uniquement rapide. Ben, on en va courir des comme ça, mais des joueurs qui ne sont même pas réguliers puis qui ont de la misère à acheter un simple. T'sais. Donc, évidemment, Oui, on oui, n'a pas la chance exact, de les voir exact, courir. C'est exact. ça. Exact. Exact, exact. Dans ce cas-là, c'est vraiment phénoménal. Euh, mais je pourrais jamais rien dire contre Mookie Betts, puis j'ai hâte de t'entendre Acuna. Mais pour moi, Mookie Betts, Betts et Acuna sont les deux meilleurs joueurs du baseball en ce moment. Si on enlève le fait que Ohtani ne peut pas lancer. Parce que sinon, c'est sûr que si on Ouais. rajoute le fait que Ohtani peut lancer, Ça, il c'est un cheat en quelque sorte. dans une Là. autre classe. Évidemment, Otani, c'est le joueur, c'est un joueur d'exception qui n'est pas si tant spectaculaire, mais qui est une efficacité redoutable. Et puis, c'est un monstre aussi. On oublie très souvent, là, Otani là, Absolument. est une pièce d'homme incroyable. Et vraiment, il est impressionnant. C'est pas qu'il est intimidant, mais il est impressionnant. Alors, faut jamais enlever à ce gars-là. Et c'est pour ça que les gens disent Otani, cette année MVP. Moi, je pense que c'est un peu exagéré. Otani, juste comme frappeur, bon, premièrement, c'est trop, trop cher payé à 70 millions. Et deuxièmement, il est Oui, mais quand il même, gagne c'est quand pas, même un hein? gars qui va vers le 160, 170 retrait sur 3 prises, rentre souvent Oui. avec le bâton sur l'épaule. Et donc, ça reste un gars dangereux, très, très dangereux, mais il n'est pas nécessairement à ce moment-là meilleur que les autres frappeurs de puissance comme Aaron Judge, comme même Mais c'est ça, Juan Matt Soto, c'est ça, Olson, qui sont vraiment. C'est ça, j'enlève dans si on- l'équation, c'est ça. les meilleurs joueurs de baseball, j'enlève tout le temps la catégorie très, très gros frappeur parce que pour moi, ça prend un peu plus de Versatilité. versatilité pour pouvoir être intéressant à ce niveau-là. Mais tu sais, c'est sûr que si on parle des joueurs comme Judge, Olson, etc., Ah oui, un effectivement. joueur que je trouve très sous-estimé, qu'on parle pas assez, ça reste que c'est José Ramirez. Ah oui. Euh, Mhm, Aussi extrêmement versatile, excellent joueur de troisième but. mhm, Euh, tout à fait. Capable de voler des buts, capable de la sortir Mhm. et aussi avec une vision quand même impeccable, dans le sens où lui aussi va être capable de voir un jeu à un moment, une balle, la frapper à l'endroit où il veut. C'est très intéressant ça pour des équipes d'avoir des joueurs comme ça, comme Betts, Acuna et Ramirez, que je trouve qu'il est un peu sous-estimé Oui, depuis parce 10 ans. que malheureusement, il est sous-estimé pas par les connaisseurs, je l'espère, mais vraiment parce que le baseball fait aucune publicité de ce joueur-là et c'est très Absolument. très malheureux. À part une banderole très le fun que j'ai vu passer où il l'avait mis en plein centre et j'ai applaudi le coup, mais il reste que Ramirez est mon choix pour le MVP cette année dans la Ligue américaine. Je pense que c'est un gars qui aurait même pu le gagner précédemment, mais comme parfois le MVP est aussi un choix populaire, c'est dangereux de prendre comme risque de choisir Ramirez puisque il y a des chances qu'on ne vote pas pour lui. Mais à la fin, quand on regardera les statistiques, je pense que Bobby Witt et lui et peut-être évidemment Soto au bâton seront dans les 3 ou 4 meilleurs joueurs. Et évidemment, si on implique en plus son jeu en défensive, Mhm. son clutch et tout ça, Ramirez est un joueur exceptionnel, c'est clair. Sans le mettre peut-être dans les joueurs plus excitants du baseball. Il doit faire partie de l'équation, Des comme il fait partie de discussions. l'équation de ton pool depuis maintenant presque, je pense, Oui, les débuts. Euh, oui. ce que j'aime beaucoup de Betts, évidemment, c'est en plus de sa capacité à être toujours au bon endroit, faire les bons choix, c'est aussi ce que Acuna n'a pas encore, c'est la maturité. La maturité Mhm. d'un gars qui est capable de faire pour l'équipe,
d'un gars qui n'est pas centré sur lui-même, de quelqu'un qui est vraiment un joueur d'équipe exceptionnel, comme les Freeman, entre autres. Ce sont des gars qui sont des modèles pour moi, pour le baseball, ces gars-là. Matt Olson, je dirais, mais d'un côté beaucoup plus... il est plus... réservé, hein, entre guillemets. Et donc, c'est des joueurs d'équipe. Je dis pas qu'Acuna n'est pas un joueur d'équipe. Je pense que c'est un gars avec qui on peut vraiment bien s'entendre. C'est extrêmement plaisant de jouer avec ce bonhomme-là. Mais il est très focusé sur ses propres performances avant tout. Et ça fait de lui quand même, selon moi, le joueur le plus intéressant pour le baseball à regarder jouer. Quand je dis que c'est le meilleur du baseball, je parle d'un point de vue peut-être même marketing. Je parle d'un point de vue aussi de regarder les matchs. Pourquoi? C'est à cause de l'explosion. C'est une question vraiment, je dirais, spectaculaire. La différence pour moi qu'il y aurait entre Betts et Acuna. À Betts, je donne vraiment le côté beaucoup plus polyvalent. Je donne aussi la maturité, la capacité d'être un leader. Et du côté d'Acuna, je donne surtout l'explosion fantastique de faire des choses que les autres joueurs ne font pas. Et ça, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Comme un lanceur qui réussit des choses que personne d'autre ne peut réussir, Acuna, je pense, fait ça dans le baseball. Ce n'est pas mon joueur préféré, donc je le défends vraiment pas avec passion nécessairement. Je pense que c'est juste que pour l'instant, si on veut voir un joueur qui fait tout, un vrai five-tool comme on appelait à l'époque, là, de Andre Dawson et compagnie, de Dale Murphy, tout ça, c'est ça, un joueur qui fait strictement tout. Je pense que Acuna, c'est clairement ça. Betts rentre aussi dans cette catégorie-là. Donc, à départager les deux, c'est très difficile. Moi, je crois que cette année, la différence qu'il y aura pour la course du MVP sera que Ohtani et Freeman, même si ce n'est pas son habitude, peuvent faire de l'ombre aussi à Mookie Betts. C'est-à-dire, quand on regarde la performance de ces deux gars-là, même quand on regarde la performance de Freeman l'an dernier, qui a presque réussi 60 doubles, ce qui ne s'était pas vu depuis presque 100 ans, on est dans des performances là, qui sortent totalement de l'ordinaire. Et c'est des gars vraiment qui sont voués à, surtout Freeman et Betts, à finir au temple de la renommée un jour, à mon humble avis. Et donc, ça peut peut-être... tandis que l'explosion chez les Braves, on a des joueurs extraordinaires en Austin Riley et puis Olson. Mais ce sont des joueurs qui vont rester toujours, même avec leur grande force, ils vont rester très humbles. Ils vont rester un peu derrière les caméras. Et même s'ils participent à un niveau extraordinaire. Si on avait pris les critères des années 80-90, l'an dernier, Matt Olson aurait probablement été le MVP avec ses 50 quelques circuits, alors qu'on a fait presque plus comme ça. Mais on a considéré beaucoup d'autres choses dans le cas d'Acuna, puis c'est tout à fait correct. Ce qu'on faisait pas dans les années 80 avec des joueurs comme Eric Davis, malheureusement, qui auraient pu gagner souvent, mais qui n'étaient pas reconnus à sa juste valeur, puisque les buts volés dans le temps n'étaient pas vus comme quelque chose d'exceptionnel. Et donc là, on a vraiment une dualité entre deux joueurs qui peuvent vraiment... moi, je pense que si ça se joue au final, évidemment, il y a la santé. Je pense que Betts a plus de chances de rester en santé qu'Acuna, malgré qu'Acuna, c'est une mauvaise blessure qu'il a eue, puis à part ça, ça va assez bien. Là, quand on il est quand même souvent régulier. Ouais, c'est ça. Alors, ça va être très serré cette année pour le MVP. Mon choix irait du côté encore d'Acuna cette année, mais ça peut très bien être Betts. Je pense que si ça va du côté d'Acuna, c'est vraiment pour la question d'avoir tout le spotlight sur lui à Atlanta, ce qui sera peut-être moins le cas avec Betts. Et Betts est un joueur flamboyant, mais plus humble aussi. Donc, il y aura aussi cette dualité qu'il n'est pas il ne se vend pas lui-même, il vend le baseball. Ce qui n'est pas encore nécessairement le cas d'Acuna, qui est un peu dans les personnalités à la Tatis Junior, c'est-à-dire qu'il est très très jeune et il est concentré sur sa propre auto-promotion, je dirais. Même s'il n'y a rien de méchant dans ce qu'il peut dire ou dans ce qu'il peut faire. Ouais. Faut pas oublier Tatis Junior non plus dans tout ça. Tout à fait. Il pourrait revenir dans l'équation à quelque part. Oui. Et ce qu'il ne faut pas oublier de Tatis, et qui est assez exceptionnel, c'est qu'on savait qu'il n'était pas vraiment un bon joueur de récours. Et ça, c'est depuis le début. Ouais. Et le fait qu'il l'ait transféré au champ droit et qu'il soit devenu peut-être même le meilleur joueur de champ droit de la Ligue nationale, encore meilleur peut-être même que Acuna et d'autres, ça veut tout dire. C'est-à-dire que c'est un athlète exceptionnel qui n'était pas vraiment à sa place. Et là, maintenant qu'il joue dans le champ droit avec beaucoup moins de pression,
On verra comment il va répondre. Il peut répondre avec une méchante saison parce que, évidemment, Absolument, c'est ça, il a tout absolument. le talent. Ça sera même peut-être le cas, et j'oubliais de le dire, et on pourra peut-être terminer avec ça, notre premier podcast ensemble. Du côté de Betts, est-ce que tu crains un peu le déplacement qui n'était pas prévu à l'arrêt court, assumant que même s'il est un grand athlète, c'est une position beaucoup plus demandante et qui Je- amène, même dans l'équation la plus simple, un danger de blessure plus élevé, avec des collisions, avec toutes sortes de choses qui arrivent moins souvent dans le champ extérieur. Absolument. Je te dirais deux choses par rapport à ça. Premièrement, je suis très content qu'il ait sa disponibilité shortcut dans mon pool. Ah Euh, oui, oui. un shortstop, je suis vraiment content. Ça rajoute une arc à Faut que son. tu faut que attendes 5 matchs, là, mais ça va, c'est presque fait déjà Ah, comme c'est il y a déjà deux fait. ans. C'est déjà fait parce Ah qu'il a oui? joué 5 matchs l'année dernière. Ah bon, magnifique. J'ai joué 12 matchs l'année dernière OK. à cette position-là. Donc là, ça, je suis très, très content. Mais effectivement, ton point, ça me fait peur. J'aimerais mieux qu'il soit juste au deuxième but. Euh, je trouve ça quand même inquiétant. C'est une position qui est très demandante. Mhm. Cependant, Betts a quand même un historique de blessure qui est bas. Oui, très Euh, bas, très bas. fait Mais ses vieilli, saisons. il a vieilli peut-être. Ouais. Il a 31 ans. C'est sûr que, bon, 31 ans, c'est encore très jeune, même au baseball. Là. Il y a Oui, oui. encore plusieurs bonnes années devant lui, mais effectivement, le corps peut un peu faiblir. Bon, euh, c'est sûr que j'aimerais mieux qu'il soit au deuxième but, save, qu'il soit tranquille, là, Mhm. parce que c'est affaire au deuxième but. Euh, ça en demande plus au bras, évidemment, de jouer shortstop. Ça en demande plus de capacité de pouvoir bouger, etc., de s'adapter. Mhm. Euh, mais ça reste Mookie Betts. Je suis Oui, oui, tout confiant. à Je suis fait. Mhm. confiant, Louis Martin. Je reste confiant qu'il Oui. va pouvoir faire sa saison complète. De toute façon, il manque tout le temps environ une dizaine de games par année. Ça Des fait fois, presque du bien à pas lui, là. 15. Mhm. Oui, c'est ça. Sans se retrouver sur la liste des blessés, il se retrouve tout le temps à manquer environ une semaine ou deux à quelque part dans l'été. Ouais. Euh, De toute et là, façon, je les hommes expérience. d'affaires sont souvent des gars de stature exceptionnelle, comme justement les hommes d'affaires Matt Olson et puis Austin Riley qui manquent jamais un match, je pense, depuis trois Jamais. ans. C'est des gars qui sont inébranlables, qui n'ont pas besoin de se garrocher partout. Ben, Riley bouge beaucoup, là, mais quand même, ce sont des joueurs qui sont à Ah des non, positions qui sont un peu moins dangereuses, un peu pour le point de vue des blessures. C'est des gars qui ont absolument. des swings classiques, qui sont toujours pareils d'élan en élan. Donc, ces gens-là ne se blessent pas. Mais c'est sûr que Euh, des gars athlétiques qui volent des buts, qui se garochent comme Betts, il faut être solide. Et puis, ben, on va souhaiter qu'ils puissent tenir. Moi, où j'aimais pas vraiment l'envoi de Betts à l'arrêt court, c'est tout simplement que je vois que c'est une solution de panique. Et donc, je me dis, avec les Absolument. Dodgers qui ont presque 1 milliard, là, dépensé 1 milliard, ils n'ont pas été capables de réfléchir à qui allait jouer à l'arrêt court, qui est probablement une des positions les plus importantes dans le diamond avec le receveur. Oui, mais Alors, ça devient un peu on absurde s'entend. qu'ils aient pensé qu'une recrue devrait jouer là ou, tu sais. On s'entend, le matin, ça sera pas comme ça en série. Non, non, c'est ça. Exactement. On s'en reparlera en octobre, mais ça sera plus Mookie Betts qui va être à l'arrêt court. Ben, on va voir s'il est très bon. Ah, s'il est très efficace, effectivement. Oui, Ouais. c'est ça. Puis on s'en doute, Effectivement. oui, tu as tout à fait raison. On sent la transaction au mois d'août, début août, pour un Oui, oui, véritable exact. shortstop. Je pense que la vraie solution, même si c'est vraiment pas un dur défensif, hein, mais je pense que Milwaukee n'a pas fini encore de délester tout son club Mhm. et Willie Adams risque de se retrouver à Los Angeles. Même je suis un peu surpris que ça ne soit pas déjà fait, là. Ouais, On va voir quand est-ce que ça va se passer. Faudra en parler si ça arrive, en tout cas. Bon, ben, écoute, Antoine, ça a été un plaisir. On a Vraiment. fait peut-être un peu plus long aujourd'hui, mais c'était notre première. Faut nous excuser. Mais on vous revient la semaine prochaine avec des propositions encore plus courtes et concises. Et on va parler vraiment des sujets de l'heure. On va parler aussi de qu'est-ce qui s'est passé du point de vue des blessures, comment est-ce qu'on peut les rattraper dans nos poules, entre autres, puis aussi l'impact que ça a sur... Et puis de temps à autre, on se fera un petit débat sur des sujets qui sont un peu polarisants, à savoir toujours qui est le meilleur, qui est le moins bon. On parle jamais de qui est le moins bon. Ça pourrait être un beau débat, ça aussi. Qui est le moins bon Ça peut être lanceur un beau régulier débat. ou qui est le moins bon joueur régulier du baseball. Ça pourrait être... merci beaucoup, Antoine. Ça a été super. Merci à toi, Louis-Martin. Puis à une prochaine pour un autre base call. Bye tout le monde. Absolument. Bye.